Essentiel. Bien plus que de la radio. L'Actu parle, Sophie et Lauriane. L'Actu parle spécialité, c'est l'occasion pour nous de retrouver certains de nos invités. Ils étaient avec nous en studio pour nous parler de leur projet, de leur histoire. Ils reviennent pour nous dire ce qu'ils sont devenus. Et aujourd'hui, c'est Gérard Gutiérrez que nous avons à nouveau le plaisir d'avoir en studio. Bonjour Monsieur Gutiérez. Bonjour. Et le plaisir est pour moi, ou tout du moins partagé. Alors, vous êtes un acteur engagé dans le champ du handicap. Vous êtes aussi le fondateur d'un club de sport pas comme les autres, les Lions de Lyon, un club de rugby mais en fauteuil roulant. Et vous êtes aussi le créateur de l'Open Handisport. Oui, absolument. Le rugby, alors on l'a un peu mis de côté parce que c'est très compliqué à Lyon et dans la banlieue de disposer de créneaux horaires dans des salles pour pratiquer. Donc j'ai un peu axé le tout sur la sensibilisation au handicap et on appuie plus aujourd'hui sur cette sensibilisation. Alors au sein des municipalités, au sein des écoles, au sein des entreprises, et on est de plus en plus demandé. Les gens ont découvert mon parcours de sensibilisation et ils le veulent tous. Tant mieux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait avoir votre avis, Monsieur Gutiérez, sur la simplification du parcours administratif des personnes handicapées suite au rapport Plus simple la vie de 2018. Alors plusieurs changements concernant le handicap ont eu lieu dès le 1er janvier 2019 et notamment au niveau de l'attribution des droits à vie aux personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer. Est-ce que selon vous, ce sont des avancées notables dans l'intégration des personnes en situation de handicap ou alors on peut dire que ce sont des pas de fourmis? Alors, ni l'un ni l'autre. Je vais être un peu sévère. Ce sont des décisions qui sont prises au niveau gouvernement. C'est un peu l'arbre qui va cacher la forêt. Aujourd'hui, on ne s'intéresse pas aux choses primordiales qui intéressent les personnes handicapées. Et je vais revenir sur ce qui a été la grande histoire de ce début d'année, c'est-à-dire l'attribution de logements, la fabrication de logements destinés à tout public, mais admissibles au handicap. 90% de ces appartements qui étaient construits devaient être disponibles aussi pour le handicap. Et puis, dans l'avancée du temps, le gouvernement a dit, non, 90% ça fait trop, on va le ramener à 10%. C'est une catastrophe. Parce que les gens qui sont handicapés aujourd'hui sont en manque de logements adaptés. Ils se sont battus pour avoir gain de cause, de passer de 90% à 10%. Bien sûr, ça a fait grincer les dents et le gouvernement a fait un peu marche arrière en disant oui, mais il y en aura plus de 50 ou 60% qui seront aménageables. Alors, on a posé la question toute bête au gouvernement en disant, mais le jour où ces appartements seront construits, est-ce que vous pensez qu'un bailleur va investir pour amener les changements pour une personne handicapée alors que elle va pouvoir le louer immédiatement, ça? Et là, ils se sont tous regardés, personne n'a répondu. Voilà, le problème est là aujourd'hui, sur ces valeurs qui sont attribuées, qui sont mises au devant ces gens qui ont besoin de logements et qui n'en ont pas et qui n'en auront pas. Faut pas se leurrer, on va continuer à se battre sur ce problème. Alors tout ce que vous avez cité, c'est de la paperasse qui tourne et qui n'amènera strictement à rien. Alors moi, je reviens sur ce parcours de sensibilisation dont vous avez parlé. J'ai eu l'occasion de le tester, je m'en souviens. Ah oui, moi aussi. C'était très difficile et j'avoue que ça fait du bien quand même de réaliser un petit peu ce que ça peut représenter d'être en fauteuil roulant, ouvrir une porte, faire un virage. C'était quand même pas simple. Est-ce que vous avez eu des retours après justement ces types de parcours de sensibilisation que vous faites en entreprise aussi, on le rappelle? Mais vous savez, les meilleurs retours que l'on puisse avoir, c'est des gens qui viennent nous dire, nous on le veut chez nous. C'est un parcours, quand on le voit, il est tout simple, il est tout bête, c'est idiot quand on le voit, ça fait rire les gens. Oui. Les gens arrivent, ça les fait sourire, oh tiens c'est drôle, on croirait un petit parc d'attractions. Mais une fois qu'ils se sont assis dans le fauteuil et qu'ils ont commencé à essayer de passer ces obstacles, là la chose n'est plus la même. Tout à fait. Là on rit moins. Je confirme. Et quand on descend, on se dit, c'est vrai que c'est utile d'avoir ce genre de choses. C'est un outil qui est intéressant, ne serait-ce qu'au niveau de l'entreprise, pour faire toucher du doigt aux futurs collaborateurs d'une personne handicapée ce qu'est le handicap.
Est-ce qu'on doit l'aider? Est-ce qu'on doit pas l'aider? Est-ce qu'on doit pousser le fauteuil? Pas pousser le fauteuil? L'aider à ouvrir une porte? Pas ouvrir une porte? Là, on se rend compte de ce que c'est. Alors, c'est tout bête, cette rampe, avec cette partie gazon, pierre, barrette de bois, puis la descente. Aujourd'hui, j'ai mis des marches, pour descendre. Ouh là 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 là. D'accord. Ça complique. Et oui, mais c'est ça, c'est aussi simple, ça fait Oui. peur, mais Oui. ça passe très très bien. Et puis cette porte à ouvrir en tirant vers soi et l'autre porte à ouvrir en poussant. Je me rappelle, j'y étais pas arrivé. Vous étiez venu m'aider parce que. Ben oui, vous voyez, et ouais. pourtant c'est tout bête, Bah oui. c'est tout bête. La rampe elliptique, ça paraît être un jeu, mais il faut la passer. Et quand on est sur le fauteuil, on la passe pas si facilement. Alors ça, aujourd'hui, c'est demandé. Là, je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Je vais faire Rieux, je vais faire. Même les sapeurs-pompiers maintenant me les demandent. Je vais faire les sapeurs-pompiers de Frontenac, dans l'Isère, parce qu'ils ont trouvé la chose très intéressante et ils veulent amener les gens à tester ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous voyez les mentalités changer, évoluer à ce sujet? Complètement. Pas suffisamment, parce que moi, je voudrais que des parcours comme les miens, il y en ait 50 qui tournent en France, pour faire prendre conscience aux gens. Mais juste une anecdote, on voit quand j'ai fait une énorme entreprise, je la citerai pas, mais une des plus grosses en France, avec mon parcours, et malheureusement pour lui, je dis ça c'est un peu avec humour, le PDG vient à passer et il voit ce petit attroupement dans son entreprise, il vient voir ce que c'est. Ses collègues lui disent « Eh, monsieur le président, essayez le parcours. » Il a pas tout de suite osé. Je l'ai invité à venir se mettre sur le fauteuil. Il a fait le parcours. D'abord, il est descendu. Il était vexé parce que tous ses collègues s'étaient moqués de lui. Et puis, donc, il rigolait pas. Et il est venu me voir et il m'a dit « Maintenant, je sais ce que c'est. » Ça, c'est bien. C'est bien d'avoir ce changement d'esprit. Maintenant, je sais ce que c'est. Il en tiendra compte quand il va engager un collaborateur mobilité réduite. C'est sûr. Tout à fait. Alors justement, le handicap et l'emploi, c'est le sujet qui nous avait réunis la dernière fois. Quels efforts reste-t-il à faire dans ce sens-là, Monsieur Gutiérrez? Ah, vaste question. Vous avez dit, on en a un quart d'heure. C'est pas assez. Non, dans l'emploi, vous savez, aujourd'hui, les personnes à mobilité réduite ou handicapées, je peux parler de l'autisme, je peux parler de toutes ces choses-là, puisque je fais partie de groupes de travail maintenant. Il y a une très grosse attention qui est portée, ne serait-ce que pour l'autisme, qui est un fléau pour les gens qui sont atteints. Moi, j'ai un ami qui vient de créer un groupe de travail. Son fils est autiste. Et il vient d'être reçu au ministère de la Santé. Les gens aujourd'hui s'en inquiètent. Il y a une très grande avancée. Je citerai qu'un seul exemple pour dire aux gens n'ayez pas peur d'engager des gens comme ça. Un seul exemple, il y a là aussi une importante entreprise qui fait des confitures. Tout le monde va savoir laquelle c'est. Et le président est un monsieur qui avait un enfant autiste. Cet enfant a grandi, est devenu adulte, et le père a dit maintenant il faut lui trouver un job, un travail. Et c'était très difficile il y a quelques années en arrière. Et il a dit je vais l'engager dans mon entreprise et je vais le faire travailler sur une chaîne de production de mise en boîte de confiture. Le gamin se débrouillait parfaitement bien. Il en a pris un deuxième autiste, un troisième. Aujourd'hui, il y a un groupe de 17 autistes qui travaillent dans cet atelier-là, seuls, avec un chef d'atelier. Je vais vous dire une chose, les derniers chiffres annuels, meilleur rendement pour les autistes, C'est et parlant. qui dépassent les autres groupes de travail. Au même job, on va pas dire que c'est différent de ça, pour le même job, ils sont plus performants. C'est ça qu'il faut tenir compte. C'est de ça. Il faut s'inquiéter de cette chose-là et dire, voilà, on peut prendre ces gens-là. D'abord, eux, il paraît qu'ils s'épanouissent d'une façon formidable. Aujourd'hui, le patron leur a pris un petit appartement dans l'entreprise pour les 17 employés. Ils sont heureux, ils s'épanouissent, ils travaillent, ils gagnent de l'argent. Moi, je dis que ça suffit. Ça suffit. Et ils sont tous autistes. Voilà. Tout ce qu'on pourra dire sur toutes les lois qu'on peut pondre, pas pondre, ça, c'est une chose. Moi, je ne m'y arrête pas. Moi, je regarde ce résultat-là. Et ce résultat-là, pour moi, c'est positif et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Effectivement. Des exemples marquants, tout à oui, fait. oui, complètement. Alors Gérard Gutiérrez, lorsque vous étiez venu nous voir la dernière fois, vous nous aviez parlé hors micro d'un projet qui avait attiré notre attention. Vous voyez duquel il s'agit? Ah oui, je crois. Épilepsie Expression, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors, épilepsie expression, ça traite de l'épilepsie. Il y a en 2010-2011, j'avais un ami qui m'est très cher et qui est peut-être le plus grand épileptologue d'Europe. Aujourd'hui, il travaille dans le monde entier et j'ai eu la chance de rencontrer ce personnage un peu atypique
typique. On allait au restaurant et il me parlait de toutes ces recherches et tout. Et à la fin, je lui disais, mais t'es gentil, mais je n'ai rien compris. Il me dit, voilà, t'as mis le doigt dessus, le problème c'est ça. Quand on parle avec les parents de nos patients ou nos patients, ils ne nous comprennent pas. J'ai dit, il faut faire un trait d'union entre vous, les neurologues, et les patients, et puis qu'on leur passe un message que vous nous aurez passé et qu'on aura un peu décrypté. Et on s'est mis au travail et j'ai créé une association qui s'appelle Épilepsie Expression. Cette association a pris de l'importance. Je faisais une fois par an une importante conférence à Lyon où je réunissais des grands neurologues, des gens concernés par de l'éducation, du travail, etc. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de dire je vais faire une comparaison entre l'épilepsie humaine et l'épilepsie animale. Il y a des gens qui s'intéressent, les chevaux sont épileptiques, les chats sont épileptiques, les chiens sont épileptiques, etc. Et il y a des gens qui veulent avoir des réponses. Et j'ai demandé à une personne qui est aujourd'hui devenue une amie, Catherine Escriou, maître de conférences, vétérinaire, épileptologue de réputation aussi, elle fait des conférences partout en Europe. Et je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir nous parler de... Elle m'a dit, mais bien sûr. On s'est attiré toutes les foudres du monde, des gens bien pensants qui me disent, comment vous allez parler d'épilepsie animale avec les humains, mais vous mélangez tout, vous avez pas honte. Nous, on a tenu bon, on a fait notre conférence qui a été un succès. Et à la fin de la conférence, Catherine m'a dit, tu sais qu'il y a des chiens qui détectent les crises d'épilepsie. Ah non, je savais pas. J'ai commencé à chercher et j'en suis arrivé aujourd'hui à dire on va créer en France le premier centre de formation de chiens détecteurs de crises d'épilepsie. Très bien. Et alors justement, comment ces chiens détectent-ils cette crise d'épilepsie? C'est quand même surprenant. Alors ça a été un très long travail puisque ça a démarré en 2013, on est en 2019. J'ai voulu avancer tout doucement dans ce projet, rien précipiter parce que c'est très compliqué. Oui. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que d'abord il n'y en existe aucun centre en France. Il en existe partout en Europe. Et sans vouloir les critiquer, aujourd'hui je les qualifie de fabrique de chiens. Il en faut, on va pas discuter là-dessus. Par contre, nous, on avait une question essentielle. Comment le chien et pourquoi le chien détecte une crise d'épilepsie? Alors là, ça a été le truc, on a tourné en rond pendant et on s'est dit, il faut qu'on lance un programme de recherche scientifique pour le savoir. Ça nous permettait d'avancer aussi dans notre projet. Et on a croisé un scientifique, professeur neurologue à Nancy, qui a dit, moi, ça fait plus de 2 ans que je suis en train de chercher, j'ai mené une enquête, je mène des recherches pour savoir pourquoi le chien détecte la crise d'épilepsie. Donc, on se rejoignait. On s'est rejoint avec beaucoup de personnes, avec des neurologues, et puis on mène le projet Catherine et moi. Et on est arrivé à finaliser aujourd'hui ce concept qui verra probablement le jour... normalement après septembre de cette année, mais ça faut pas le dire. On vous le souhaite en tout cas. Alors comment ça se manifeste concrètement quand le chien il détecte une crise potentielle d'épilepsie? Est-ce qu'il le fait 10 minutes avant, 1 heure avant, et comment il réagit, comment il alerte la personne qui est en face? Alors je sais pas quoi vous répondre parce que oui, le chien va détecter la crise chez son maître. Donc il y a déjà, on peut parler du côté affectif qu'il y a entre l'animal et le maître pour pouvoir. Ça peut être 1 heure ou 2 heures avant. Jusqu'à 2-3 minutes avant la crise. Et le chien, à sa façon à lui, va dire à son maître, attention, tu vas faire une crise, mets-toi en sécurité. Alors ça peut être, moi j'en ai vu, qui tournait comme un fou autour du maître. Et le maître savait qu'il y avait une crise. Un autre qui se mettait en arrêt devant son maître. Un autre qui venait lui prendre la main dans la gueule et puis l'emmener vers un lit ou un fauteuil ou autre. Chaque chien a sa façon de. Alors ça, pour avancer dans ce domaine-là, on a prévu au sein de Vétagrosup, où Catherine Escriou est vétérinaire, de créer un groupe de travail d'évaluation comportementale du chien. On va prendre le chien, donc quel qu'il soit, que ce soit un bâtard ou un... Oui, c'est justement la question qu'on voulait vous poser. Est-ce que n'importe quel chien peut être formé finalement? Absolument. Absolument. Adrien Didlot va bondir s'il entend dire ça, parce que lui, c'est des chiens de race. Et non, c'est n'importe quel chien. J'ai rencontré un chien, je disais tout à l'heure, c'était le pauvre, il était adorable, je peux pas dire le pauvre. C'était le bâtard de chez Bâtard, quoi. Aucune race, il était né comme ça par hasard. Un papa et une maman ont un enfant autiste, épileptique, etc. Et pour égayer un peu les jeux de l'enfant, ils lui ont offert un chien, ce petit chien.
Il avait 2 ans, le chien, et tout. Et puis, quelques temps après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, vous savez, Gérard, on va se débarrasser de ce chien. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il griffe notre enfant. Je dis, écoutez, c'est quand même bizarre. Et je suis descendu, j'ai passé une journée chez eux et j'ai surveillé le chien. Alors effectivement, le chien, avec sa patte, griffait la cuisse de l'enfant. Mais il l'avertissait que quelques instants après, il allait faire une crise d'épilepsie. Et ça, les parents ne s'en étaient pas rendus compte. Donc, on en revient à dire que n'importe quel chien. Donc, nous, on a lancé ce programme d'évaluation comportementale. Et ce sont des étudiants de Vétagrosup qui vont prendre en charge ce programme. Donc, en 2 phases. Une préévaluation pour voir si déjà le chien n'est pas impulsif, anxieux. Ça casse le système. Et puis ensuite, il y aura une deuxième évaluation, une affinité sur le comportement, où là, l'étudiant va amener à présenter le chien à son maître, donc du côté affectif, etc. Et alors, quelles sont les prochaines étapes justement de ce projet? Dès septembre, après septembre, vous nous avez dit, il se passe quelque chose, vous ouvrez un centre, c'est ça? Alors, septembre, regroupement de tous les cerveaux, oh là là, quelle prétention, qui ont imaginé des choses et qui ont fait avancer le projet, donc avec ce fameux scientifique. On va réunir la Fondation IDE aussi, la Fondation des épilepsies, l'Institut des épilepsies, pardon. Il y aura Catherine Escriou, moi je vais mener le bal, et il y aura les gens de la région qui s'intéressent au projet, les gens de la métropole qui s'intéressent au projet. On va faire cette réunion et on va dire, voilà, on a maintenant tous les éléments, chacun va amener les siens, on va former tout ce groupe de travail et on démarrera très probablement, à partir de là, à Vétagrosup, la formation des premiers chiens qui seront formés par ces étudiants-là. Et puis, on a une jeune fille qui a fini sa 2e année, un master 2 en éthologie. Et elle prendra en charge tout l'enseignement, ce petit institut qu'on va monter. Et puis, si ça fonctionne bien, je lui laisserai tout de suite les clés de la maison. Elle préparera une thèse, Master 3, sur ce sujet-là, pour en faire profiter, pour lancer des études aussi avec d'autres étudiants. Et puis, ça démarrera comme ça. Affaire à suivre alors. Oui, je pense qu'on va avoir un bâtiment qui va se rendre disponible à Vétagrosup pour nous. Donc à partir de là, on travaillera. Vous savez, en un rien de temps, tout s'est ramené à ce que ça se fasse. On vient d'acquérir des colliers connectés, par exemple. Comme on ne sait pas pourquoi le chien détecte la crise, donc on va lui mettre un collier connecté et au moment où il va signaler à son maître qu'il va faire une crise, on va faire des relevés de rythme cardiaque, de température, de tension, de toucher le chien, pour essayer de faire des diagrammes, pour dire il y a des pics, est-ce qu'il faudrait pas s'intéresser à ça ou plus qu'à ça, et puis il y aura une vidéo qui se déclenchera automatiquement. Donc ça, ces colliers, ça y est, on les a. On les a. Il reste plus que les chiens à qui on les mettra. Voilà. Ouais, parfait. Gérard Gutiérrez, merci beaucoup. Et si on veut vous contacter, on fait comment? Sur Internet, Épilepsie Expression ou Gérard Gutiérez sur Google. J'apparais, puis on a toutes mes coordonnées. Sinon, pour Épilepsie Expression, il y a le mail. Donc c'est Épilepsie Expression, mais alors c'est un peu compliqué parce que le E fin d'épilepsie est le E du début d'expression. Voilà. Donc il faut pas se tromper. Mais sinon à gérardgutierrez@gmail.com, et puis là il y a toutes les données. Parfait. Merci beaucoup. Il est déjà temps pour nous de se quitter. C'est vite passé. Merci d'être revenu avec nous. On compte sur vous. Et voilà. Puis, à très bientôt. Alors, on vous souhaite une belle continuation, une belle rentrée avec ce beau projet. Ce qui va m'empêcher de prendre trop de vacances. Oui. On peut pas tout faire. On peut pas être partout. Merci à vous, en tout cas. Merci. Au revoir. Là que je parle, Sophie.